Eh bien, ravi d'être ici aujourd'hui. Merci pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous parler de ce sujet. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai cru comprendre qu'il y avait des développeurs dans cette salle. Wow, pas foufou les développeurs. Ok, bah on va pas du tout parler de développement. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Mais avant de partir, comme vous l'avez compris dans le titre, on va parler d'autre chose. On va parler d'agilité. Il y en a parmi vous qui font de l'agilité? Oh, ok, pas fou. On va essayer de définir un peu ce que c'est. C'est l'objectif, c'est de vous en parler un petit peu. Je vous en donnerai ma vision, parce que c'est un peu vague. Et puis, bon, bah, l'éducation, pas la peine de demander qui est-ce qui allait à l'école, a priori. Vous voyez tout ce que c'est que l'éducation. Et ben, c'est de ça dont on va parler. Et pour ça, j'ai envie de vous demander, à votre avis, c'est quoi un système éducatif dans la pensée commune aujourd'hui? Eh ben, j'ai travaillé ma blague. C'est une sorte de monolithe legacy qui est en prod depuis 50 ans. Vous savez, vous avez la ref. Bon, ce sera la seule blague développeur, vous m'excuserez. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler de certaines pratiques d'éducation que j'ai pu découvrir en voyageant, qui ont essayé de refactoriser un peu tout ça. Et il y en a une dont je voudrais vous parler. Imaginez une classe de cours dans laquelle il n'y a pas de mur, il n'y a pas de chaise et il n'y a pas de tableau. Il y a des élèves, je vous rassure. Je vais lancer le minuteur. Eh ben, c'est de ça dont on va discuter un petit peu aujourd'hui. Mais pour partir en voyage ensemble, on va commencer par... Ok. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis là. Moi, historiquement, je suis coach agile. Alors, ça veut tout dire et rien dire, coach agile. Mais c'est quand même, il paraît que c'est mon métier. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler d'agilité ce matin. J'ai fait un tour du monde pendant un an. Un tour du monde des écoles avec toute ma famille. On est parti avec ma femme et mes deux filles en sac à dos faire ce tour du monde. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. On a visité 12 pays. C'est pas beaucoup, mais on voulait passer du temps, on voulait faire du voyage, pas du tourisme. Et dans ces 12 pays, on a visité 25 écoles. Pour ça, on avait créé une association, Bougeons les murs, qui nous a permis de subventionner différents projets au sein de ces écoles. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors c'est parti, pour partir en voyage, la première des choses à faire, c'est son sac. Dans le sac qu'on va emporter, nous, aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est de mettre de la curiosité, un peu de curiosité. C'est pas forcément le sujet, l'éducation et l'agilité, le sujet de prédilection de tout le monde, donc je vous invite à rester ouvert, comme dans un voyage. On n'arrive pas avec nos croyances, on essaie de s'intéresser aux croyances des autres. Et je vais vous demander de mettre un peu de bienveillance parce qu'on va parler d'éducation. J'essaye de vulgariser cette notion d'éducation. Donc s'il y a des professeurs enseignants dans cette salle, bah, j'ai fait quelques raccourcis. Bon, pour bien partir en voyage, on va commencer par prendre une photo tous ensemble. Un bon voyage, ça commence toujours par une photo. Faites votre plus beau sourire. On va essayer de ne pas prendre le spot. Allez, on est pas mal. Merci à vous. Merci pour l'effort sur la photo. Allez, commençons ce voyage. Vous avez reconnu, nous sommes ici, à la Kinder Arena. On va prendre un petit peu de hauteur, sortir de France, traverser une partie de la mer Méditerranée. On va passer au-dessus du Moyen-Orient, de l'Inde du Nord, pour arriver jusque là. Est-ce que vous savez où on se trouve? Il y en a qui savent où on est? Bon, de toute façon, je ne vous entendrai pas en fait, donc je vais... On est en Thaïlande. On est en Thaïlande, dans une ville qui s'appelle Chiang Mai. Chiang Mai, c'est une ville du nord de la Thaïlande, qui est très loin des plages de surfeurs et des buckets de vodka. Mais ça a son charme, je vous rassure. Et c'est une ville qui est beaucoup plus pratiquée pour le trek et aller voir des éléphants. Même si je vous invite à jamais aller sur un éléphant, aller les voir, c'est toujours une bonne idée. Et cette ville, c'est là où on a pu faire notre première visite d'école. Ça a été la toute première étape de notre voyage. On est arrivé dans une école où on a été accueilli par une professeure de français. Heureusement, parce que sinon, là, je ne parle pas couramment le thaïlandais.
Et ça nous a quand même permis d'échanger en profondeur sur les pratiques d'éducation avec différents enseignants. Elle nous a fait visiter, cette école nous a fait visiter plusieurs salles, plusieurs cours. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est le cours de physique. On est arrivé dans une salle avec des élèves qui fabriquaient des robots. Petite parenthèse, toutes les images que vous allez voir, comme vous l'avez compris, elles sont générées par IA. Ça, c'est une question de respect pour tous les enfants qu'on a rencontrés. Je ne suis pas là pour vous montrer des enfants de l'autre bout du monde. Si vous voulez en voir, vous avez largement ce qu'il faut sur Internet. On a essayé de rester très respectueux pendant nos visites en termes de photos. On n'était pas là pour faire du tourisme, mais on voulait vraiment s'intéresser aux pratiques. Donc j'ai fait le choix, qui est arbitraire, de ne pas mettre de vraies photos des élèves qu'on a rencontrés. Essayez de vous projeter. Allez, continuons. Cette salle de physique, on a pu rencontrer un prof qui donnait ce cours et qui disait à ses élèves de fabriquer des robots. Alors, c'est pas tout à fait ça, hein. Il y avait des robots en papier, d'autres en carton, en métal, en Lego. Il leur fournissait un moteur et ils devaient l'objectif, c'était de déplacer ce robot sur une distance d'1 mètre. En une semaine, ils devaient fabriquer ça. Et ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'après une semaine, ils devaient recommencer à faire un nouveau robot à partir de celui qu'ils avaient, ou autrement, réfléchir autrement, pour faire un deuxième robot qui, lui, devait parcourir plus de distance, parcourir un chemin un peu différent. Et il faisait ça une 3e semaine. Et ça, il le faisait pas que pour fabriquer des robots, il le faisait systématiquement dans tous ses apprentissages, pour construire des ponts, leur apprendre à différentes notions, mais toujours de façon en triptyque de 3 semaines. Ça nous a pas mal interpellés, on a beaucoup discuté avec lui à ce sujet-là. Lui, ce qu'il nous disait, pour lui, c'est comme ça qu'il engageait ses élèves et qui créait de la motivation. Plutôt que de leur faire 3 semaines sur une thématique, il préférait approfondir une thématique en 3 fois une semaine. Pour lui, c'était aussi développer des compétences modernes. Moi, je me suis dit, bah ouais, il fabrique des robots, c'est quand même plutôt moderne. Et il me fait, non, c'est pas une question de fabriquer des robots, c'est une question en termes d'enseignement, essayer de développer l'enseignement comme ça, semaine par semaine, c'est quelque chose qui, pour lui, était quelque chose de plus moderne en termes d'approche, d'apprentissage. C'était aussi la satisfaction de l'enseignant, en fait. Il nous l'a exprimé très clairement. Ses collègues ne font pas comme ça. Ce n'est pas forcément ce qui est mis en œuvre dans d'autres classes dans son école. Mais lui, ça lui tenait à cœur de le faire, et c'était une satisfaction pour lui de le faire comme ça. Alors moi, dans mon petit cœur d'agiliste, faire des trucs toutes les semaines, ça m'a rappelé quelque chose. La culture de l'itération et de l'amélioration continue. Et oui, dans l'agilité, on parle souvent d'itération. On parle d'essayer d'avoir des time box courtes pour plein de raisons. La première, c'est être capable d'avoir des engagements plus concrets, mais c'est aussi être capable de mesurer les choses sur des délais plus courts, avoir des perspectives plus simples, de faire des choses plus petites, de mieux maîtriser ses engagements. Et c'est aussi l'occasion de faire de l'amélioration continue. Quand on a des cycles réguliers, courts, de développement, mais ça se traduit pour plein d'autres choses. Ça nous permet de régulièrement nous poser la question de « Ok, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on va faire mieux demain ?» Ça vous parle, je pense, l'itérativité et ce qu'on va appeler l'itératif incrémental. Donc à chaque itération, on ajoute un peu de valeur. C'est ce qu'ils faisaient avec leur robot, quelque part. Ok, donc ça c'était la culture de l'amélioration continue. Bon, des écoles, on en a visité plein, comme vous vous en doutez, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut que je vous en parle d'une autre. On repart en voyage. On va quitter cette magnifique ville de Chiang Mai, descendre au sud de la Thaïlande, passer au-dessus de l'Indonésie, pour arriver, vous l'avez peut-être lu, dans cette magnifique ville de Bali, tout à fait. Il y en a qui sont allés à Bali parmi vous ? Oui, il y en a quelques-uns, je crois. J'en ai vu un lever la main, parce qu'il est au premier rang, c'est plus facile. On est arrivé à Bali, dans la ville de Ubud. Ubud, c'est une ville qui est en plein centre de l'île de Bali. Encore une fois, on est loin des plages de surfeurs, même si il y a de très belles plages pour faire du surf, c'était pas cette ambiance-là. C'est une visite que nous, on attendait avec impatience, parce que c'était la seule qui était vraiment programmée dans notre voyage, où on avait un engagement fort, une date claire pour aller là-bas, parce qu'on a passé une semaine dans un orphelinat de jour.
Un orphelinat de jour, pour vous expliquer le concept, c'est une structure qui offre à des enfants, parce que c'est plutôt des postures d'enfants que d'élèves, la capacité à avoir au moins un repas par jour. C'est surtout ça le principe. Donc c'est beaucoup d'élèves qui ont des situations terribles. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Et ils ont la possibilité, une fois par jour, de venir et de participer à des activités qui sont mises en place par la structure dans laquelle on était. Cet orphelinat, nous, on a été accueillis par Mama Ayou, qui nous a accueillis les bras ouverts et qui attendait avec impatience qu'on puisse venir. On y est allé pour donner des cours. Donner des cours à des élèves, mais il y avait quelques contraintes quand même, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une école officielle qui est avec des classes construites, c'est tous les jours, on ne savait pas quels élèves seraient là. Il y avait différents intervenants qui pouvaient participer et donner des cours, comme nous, on l'a fait. Beaucoup d'expats, c'est vrai, mais pas que. Et on ne savait pas non plus quels étaient forcément les expats qui allaient être là. Grosse ouverture d'esprit pour réussir à mettre ça en œuvre, quelque chose de pas très évident. Et on a pu, nous, pendant une semaine, donner des cours, alors essentiellement d'anglais, parce que je ne parle pas le balinais, mes filles non plus. Et donc on a commencé déjà par faire beaucoup d'anglais. Et on a mixé cet apprentissage avec d'autres choses. Du dessin, des échecs, des maths. Et les intervenants aussi pouvaient avoir un panel très large de compétences à offrir. Il y en a qui faisaient de la musique, qui venaient avec des hangpan. Vous voyez ce que c'est un hangpan ? Gros instrument de musique rond, avec une mélodie très douce, très belle. C'était hyper agréable d'entendre les enfants jouer du hangpan. Et il y avait aussi évidemment des cours de cuisine. Parce que comme le but c'était de leur faire à manger tous les jours et qu'ils aient au moins à manger, il y avait beaucoup de cours qui étaient mixés avec de la cuisine. On apprend à mesurer quand on fait de la cuisine, on apprend toujours à parler anglais quand on fait de la cuisine. Et c'était un des modèles d'enseignement qui était dans cet orphelinat. Alors concrètement, ce que ça disait, c'est une approche pédagogique différenciée, ou plutôt, on pourrait dire, une différenciation des approches pédagogiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans cet orphelinat, on accueillait des enfants de 6 à 12, 13 ans à peu près. Et des petites classes, assez courtes, une douzaine d'élèves tous les jours, ça variait, effectivement, comme vous l'avez compris, en fonction des jours. Mais que des petits groupes. Et surtout, c'est qu'ils n'ont pas tous ni le même niveau d'anglais, ni le même besoin d'apprentissage. Quand on a des élèves qui ont une telle variation d'âge, on ne peut pas leur apprendre les mêmes choses, on ne peut pas leur demander les mêmes enseignements. Donc systématiquement, toutes les interventions qu'on faisait, on était obligé de varier les prétentions d'apprentissage qu'on pouvait avoir avec les uns ou avec les autres. Ça se traduisait par les notions qu'on essayait de transmettre, mais aussi l'exigence qu'on pouvait avoir sur les interventions qu'on avait avec eux. En tout cas, beaucoup de très très belles rencontres. C'était aussi des projets multidisciplinaires, comme je vous le disais tout à l'heure, ne serait-ce qu'être en anglais avec eux, parce que pour le coup, ce sont des enfants qui sont balinés, qui parlent le balinais. L'anglais, c'est pas comme nous, aujourd'hui, où on a eu un cursus d'apprentissage de l'anglais. Eux, ils le découvrent en même temps qu'on est en train de leur faire les cours, quoi. Donc ils apprennent la langue en même temps qu'on est en train de leur faire une autre matière, de la cuisine ou autre. Et ça, moi, c'est clairement l'adaptation et la flexibilité, quelque chose que je connais particulièrement en agilité, et même je pense que l'agilité est là pour ça, pour répondre à ces enjeux. Comment est-ce qu'on sort des modèles classiques rigides, plan de charge, roadmap à 5 ans, et qu'on essaie de rentrer dans quelque chose de plus adaptatif, qui est capable d'accepter le changement. Cette flexibilité, elle est intrinsèque à tous les frameworks agiles, et le cœur de l'agilité, il est là-dedans. Le but de l'agile, c'est pas de faire de l'agile, c'est d'être capable de créer des organisations, des structures qui répondent à cet enjeu de flexibilité. Ok, je vous ai pas appris grand-chose, mais continuez quand même notre voyage. On va quitter Ubud, descendre, là je pense que vous l'avez tous reconnu. L'Australie, l'île continent. On est dans une ville très au nord de l'Australie. Il y en a qui savent où c'est ? C'est Cairns.
Cairns, en Australie. Peu connu, mais une des grandes villes de la côte est australienne. Ce qu'il faut savoir en Australie, c'est que ça doit être très grand. Si on prend les 3 grandes villes de l'Est australien, qui sont Brisbane, Sydney et Melbourne, il y a 50% de la population. En 3 villes. Tout le reste, c'est du vide. Beaucoup de vide. Mais en fait, il n'y a pas que du vide. Il y a surtout des aborigènes. En Australie, il y a une culture ancestrale, qui sont les aborigènes, qui vivent essentiellement dans le centre du pays, et qui a une intégration difficile avec l'arrivée occidentale et l'arrivée de la culture occidentale qui est arrivée dans ce pays. Malheureusement, l'image qu'on a là-bas de la culture aborigène dans les grandes villes, c'est pas forcément la meilleure. C'est pas celle-là qui est la plus représentative de ce qu'ils sont et de leur culture. Mais nous, on a eu la chance d'aller visiter une école un peu particulière qui accueillait spécifiquement des populations aborigènes en internat, parce qu'ils viennent du centre du pays qui est extrêmement loin. Ils les accueillent en internat et ils leur proposent un cursus de formation auquel ils ont difficilement accès s'ils n'ont pas ce type de structure. Et c'est là où il faut que je vous raconte pourquoi est-ce que j'ai fait des gâteaux en forme de sapin de Noël avec 40 degrés dehors. Parce que, en se promenant dans cette cour d'école, après avoir visité les classes, avoir rencontré des profs, avoir discuté des méthodes pédagogiques, comment est-ce qu'on fait pour enseigner à des populations qui ont une culture tribale, parce que c'est le cas en fait, pas du tout occidentale. On traversait la cour d'école avec mes 2 filles et ma femme, donc les seuls blancs au milieu de toute l'école. Et il y a des élèves qui nous ont pris à part, qui nous ont posé des questions pour savoir ce qu'on faisait là. Et quand on leur a parlé de notre projet, de nos visites d'école, de ce qu'on était là pour découvrir leur culture, ils nous ont proposé d'aller faire un cours de cuisine ensemble. Donc ils nous ont pris par la main, ils nous ont emmenés pour aller faire de la cuisine. Parce que oui, ils ont une salle de cuisine. Et on est arrivé dans cette salle de cuisine, on a été reçu par quelqu'un qui était là pour animer la cuisine, donc qui avait les clés, qui nous a ouvert les placards, qui nous a donné de quoi faire la cuisine. Et on a commencé à faire la cuisine avec eux. Ça a été l'occasion de basculer de la vision professorale qu'on avait jusque-là à un moment de convivialité exclusif avec plutôt les élèves qui nous ont ouvert à d'autres choses. Et là, on est rentré dans une perception de l'éducation un peu différente, parce que là, ils nous ont beaucoup parlé d'eux, de leur vision des modèles éducatifs. Chose qu'on avait peu comme retour jusque-là, parce qu'on parlait essentiellement des enseignants. Et quand on a discuté avec eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est, nous, les enjeux et les clés de la pédagogie, ça passe par un débat structuré. Sûrement parce que c'est inscrit dans leur modèle de fonctionnement. Étant tribaux, ils ont l'habitude de fonctionner en collectif, ils ont l'habitude de distribuer la parole, et surtout, ils ont l'habitude de structurer leur parole. Beaucoup de débats entre eux, ils étaient capables de discuter de beaucoup de choses, même dans leur perception de l'éducation, ils en discutaient beaucoup entre eux, mais avec une certaine forme d'ordre et de respect de la parole des uns et des autres. C'était pas un grand n'importe quoi, pourtant on était une petite dizaine, et ils se distribuaient très clairement la parole, avec une capacité d'écoute qui était vraiment significative. Et cette capacité d'écoute, je pense qu'elle est induite par leur modèle, par leur mode de fonctionnement. Et c'est quelque chose qui, pour eux, était nécessaire dans leur pédagogie, c'est être capable de structurer les débats et de fonctionner par débat, avec de l'écoute active, celle où on cherche à comprendre l'autre, pas à répondre à l'autre. Ça, c'est l'écoute tout court. Et donc, résultat, on a parlé beaucoup d'intelligence collective. Comment est-ce que de cette somme d'individus, on est capable de sortir des idées, des apprentissages, des connaissances. Et ça, vous l'avez compris, dans l'agilité, c'est la collaboration et le travail d'équipe. Quels que soient les frameworks agiles, on parlera toujours de collaboratif. Il y a un principe de l'agilité qui dit que le groupe, le collectif, est plus que la somme des individus. C'est une croyance profondément ancrée que l'intelligence collective existe, même s'il faut l'animer. C'est pas parce qu'on met un collectif dans une pièce qu'on va y faire émerger quelque forme d'intelligence que ce soit. Ça se structure, ça s'anime, mais en tout cas, eux, ils en étaient la parfaite illustration, c'est dans leur habitude de fonctionnement et dans les méthodes pédagogiques qui étaient mises en œuvre dans leur école. Allez, continuons le voyage parce qu'on a pris un peu de retard. Ouais, quitter Cairns. Sortir de l'Australie.
pour arriver à l'autre bout du monde, de notre fenêtre, je parle. Là, on est clairement très très loin. Vous savez où on est? Nouvelle-Zélande. On est en Nouvelle-Zélande, dans une petite ville qui s'appelle Kakepuku. Pourquoi je vous parle de Kakepuku? Parce que c'est là qu'on a pu participer et découvrir une école. Alors, on en connaissait quelques règles parce qu'on en avait déjà vu ailleurs. On en a déjà beaucoup entendu parler dans les méthodes pédagogiques très différentes. C'est ce qu'on appelle les forest schools. Alors bon, il y avait beaucoup moins d'enfants que sur la photo, mais j'ai pas réussi à lui faire enlever les photos, les personnes. Mais par contre, le reste, c'est ça. On a été accueillis le matin, au bout d'un chemin, un petit bungalow, ils font l'appel, ils reçoivent une dizaine d'enfants, un peu plus, et on prend un bout de chemin ensemble, on marche, on arrive jusqu'à une barrière, on ouvre la barrière, on traverse la barrière, il referme la barrière, il fait bah voilà, vous êtes dans la classe. On est dans une forêt, très clairement. On a pris le temps de se balader un petit peu dans cette forêt, mais moi ce qui m'a le plus interpellé, c'est que quand on est arrivé, il y a une partie des élèves qui sont allés dans un petite cahute qui était là. Ils ont ouvert et ils ont commencé à sortir des clous, des marteaux, des scies. Je ne sais pas si vous imaginez, si aujourd'hui chez nous, on essaie de sortir une scie dans une salle de classe, quoi. Bah pour eux, c'était naturel, c'est un outil comme un autre, quoi. Alors est-ce que c'est parce qu'on se retrouve au fin fond de la Nouvelle-Zélande et que c'est le monde des farmers? Je sais pas, mais en tout cas, c'était naturel pour eux d'avoir ce type d'objet. Et là, on a pas mal discuté avec les enseignantes qui étaient là, elles étaient 2 pour animer le groupe. C'est pareil un peu comme l'orphelinat, c'est une école qui est ouverte tous les jours, mais tous les jours, c'est un groupe d'enfants différents. Le reste du temps, ils sont dans une école plus classique. Donc ils sont 4 jours à l'école et 1 jour dans cette forest school. Et on discute avec ces enseignantes de comment est-ce qu'on fait pour apprendre, en fait, qu'est-ce qu'on apprend dans une forest school. Elles nous disent, les méthodes pédagogiques, il y en a plein, il y a plein de choses à apprendre, mais c'est surtout qu'il y a une dimension qu'il faut comprendre, c'est que cette école, elle offre quelque chose qu'on appelle le troisième enseignant, qui est lié à l'enseignant, l'élève et le monde dans lequel il se trouve. Apprendre dans une salle de classe, c'est une façon d'apprendre, mais on peut très bien apprendre ailleurs, et ça ouvre d'autres perspectives, voire d'autres compétences. Et c'est un peu le principe de ces écoles-là. Il y en a partout, il y en a partout dans le monde, on n'est pas du tout obligé d'aller aussi loin pour en voir. Il y en a en France. Et donc on discute un peu de quelles sont les typologies d'apprentissage qu'elles offrent. Et en fait, ça passe partout, les vecteurs possibles. L'apprentissage, c'est quand on va construire une cabane, on va apprendre à faire des plans, on va apprendre à structurer la façon dont on va construire cette cabane, un peu de logique. On va faire des maths en comptant des feuilles vertes, des feuilles marron, on fait des petits tas, on compte le nombre de tas, on multiplie les tas, on additionne les tas. On peut apprendre à écrire en écrivant dans le sable, clairement, on l'a vu, c'est comme ça que ça peut se produire. On veut écrire un mot, on l'écrit par terre. On va apprendre à l'écrire, l'enfant il va pouvoir le répéter et apprendre une forme d'écriture. On va apprendre à faire du feu. Voilà, il y a plein d'autres formes d'apprentissage qui sont mises en œuvre dans cette école. Mais surtout, on va parler d'innovation pédagogique, parce qu'effectivement, quand on est dans une salle de classe à faire un enseignement, on l'a tous vécu, on sait tous ce que ça veut dire, même si évidemment il y a plein de profs qui ont une liberté pédagogique et qui cherchent à faire de l'innovation pédagogique, même chez nous, très clairement. Mais là-bas, on en est d'autant plus obligé, quoi. Quand on se retrouve dans une forêt, sous la pluie, va falloir trouver des idées pour animer ce groupe d'élèves, quoi. C'est aussi beaucoup d'autonomisation. Il y a des élèves, on les a presque pas vus de la journée en fait. Ils sont partis construire des cabanes, faire des ponts, faire des feux, faire un feu, pourquoi pas. Et danser autour de ce feu, c'était une forme d'apprentissage. Donc beaucoup d'autonomisation. Même déjà dans la posture des enfants, il y en a qui étaient pieds nus, il y en a qui étaient en bottes. Enfin, chacun vient comme il veut. Il n'y a pas le standard de l'apprentissage qui est nécessaire. On va parler aussi d'approche holistique. Et là, c'est clairement la vision du troisième apprenant qui est, il y a le contexte dans lequel on se trouve. L'apprentissage, ça marche aussi par cette vision de dans quel cadre est-ce qu'on crée cet apprentissage. Et ça, en agilité, moi, hop là, ça m'a fait penser à la réponse au changement. Ce fameux changement, vous savez, on avait fait un plan, on avait prévu de faire ça à telle date, et puis il y a quelqu'un qui débarque, souvent un manager, un DG, qui dit en fait ça c'est beaucoup plus important, il faut le faire tout de suite. Ouais, mais moi j'avais prévu de faire des trucs, c'est pas comme ça que j'avais vu la suite des événements. Mais bon, comme c'est le big boss qui le dit, on n'a pas le choix, il faut le faire, quoi. Alors le problème c'est quand il faut le faire,
en plus de tout ce qu'on a déjà prévu de faire. C'est un autre sujet. L'agilité, c'est pas ça, hein. La capacité à répondre aux changements, c'est être capable de prendre les nouveautés, les choses qu'on n'avait pas prévues, et de les accueillir. On va parler de embrasser le changement en agile. Mais c'est aussi le pas de côté, c'est-à-dire profiter de ce changement ou de toutes les situations pour essayer de voir les choses différemment. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on l'a toujours fait. Ce n'est pas une réponse dans un modèle agile. Il n'y a pas de raison qu'on continue à faire les choses parce que ça s'est toujours fait comme ça. Alors d'autant plus dans notre métier où quand même les technos changent, il y a beaucoup de choses qui changent tout le temps, c'est l'occasion d'aller chercher pas mal d'innovations. En éducation, c'est un peu différent. Il y a de plus en plus d'études qui sortent et de notions qui arrivent, mais là, dans notre métier d'informatique, je pense qu'il faut aller chercher ce « ok, mais si on sort de la boîte et qu'on essaie de voir les choses différemment, qu'est-ce que ça peut donner ?» Allez, continuons notre voyage. On va quitter la Nouvelle-Zélande, traverser l'océan Pacifique et arriver... Bon, là, c'est pas simple à savoir où c'est parce qu'on est à la frontière de 3 grands pays qui sont la Bolivie, le Chili et l'Argentine. Mais nous, là, on est en Argentine, dans la ville de Tilcara. Alors, l'Argentine, c'est le deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud. Donc, entre le sud, Ushuaia, on se les caille, et le nord, Tilcara, où on est dans le désert, c'est pas du tout la même ambiance. Mais là, moi, c'est de ça dont je vais vous parler, c'est de cette ville de Tilcara, qui est loin d'être une généralité à prendre pour toute l'Argentine. Mais là, donc, on se retrouve au fin fond de l'Argentine, c'est pas la Pampa c'est un peu plus bas, dans le désert, dans une ville relativement pauvre, très petite. On a eu l'occasion de visiter une école qui nous a appris une chose. Première chose, c'est, vous savez ce que ça peut être, ça? Ça, c'est la proportion d'enfants qui travaillent en Argentine. Les conditions économiques en Argentine sont particulièrement compliquées suite à une multitude d'inflations. Je ne suis pas sûr que ça s'arrange en ce moment, mais et c'est surtout que parmi ça, il y en a 10%, ils n'ont même pas 12 ans. Mais c'est une réalité, c'est comme ça que ça se passe. C'est difficile de se passer d'une main-d'œuvre gratuite. Donc, quand on a visité cette école à Tilcara, ce qu'on nous a présenté, c'était une école qui était un peu comme ça. Alors, c'était plus facile à symboliser. C'est pas que l'école, elle est coupée en deux physiquement, elle est coupée en deux entre l'école du matin et l'école de l'après-midi. Nous, on est arrivé le matin, on a rencontré la directrice de cette école qui nous a fait visiter toute l'école, elle nous a expliqué tout ça. Et elle nous a expliqué qu'il y avait une école qui était ouverte le matin et que l'après-midi, il y avait un autre directeur, des autres enseignants et d'autres élèves. C'était une deuxième école. Mais par contre, c'était les mêmes locaux. Et ça nous a interpellés. Mais pourquoi est-ce qu'on fait 2 écoles en une? Parce qu'en fait, au début de l'année, les élèves, ils ont le droit de choisir s'ils veulent venir à l'école du matin ou à l'école de l'après-midi. Parce que s'ils sont à l'école du matin, l'après-midi, ils aident leurs parents sur le marché. S'ils sont à l'école de l'après-midi, c'est que le matin, ils étaient dans les champs. Et ça, c'est la réalité de cette petite ville où on était. Donc pour ça, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est créer un modèle d'éducation qui permettait de répondre à ces enjeux-là. Ils n'ont pas cherché à créer une école full-time pour le plaisir de faire de l'enseignement. Ils se sont dit, c'est peut-être comme ça qu'on répondra le mieux aux besoins des gens qui vivent et des élèves qui vivent dans cette ville. Pour la directrice, elle, c'est comme ça qu'elle a eu le plus d'élèves dans son école. Elle a affirmé qu'elle avait beaucoup moins d'élèves avant et quand ils ont créé la double école, ça a drastiquement augmenté son nombre d'élèves. Mais c'est surtout que derrière ça, elle avait une pensée très profonde sur il est important de prendre en compte le bien-être des élèves qu'on accueille chez nous. On n'est pas là pour dispenser de l'enseignement, on est là aussi pour prendre en considération les élèves dans leur personnalité et dans ce qu'ils éprouvent. On l'entend de plus en plus aujourd'hui dans les entreprises avec il faut prendre soin de nos collaborateurs, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Et en agilité, moi ce qui m'a le plus interpellé, c'est en fait on est dans une pure approche orientée utilisateur. C'est difficile de parler d'agilité sans penser à ces fameux utilisateurs. Vous savez, ces utilisateurs dont on entend toujours parler mais qu'on voit très rarement. En fait, si on se penche un peu plus sur leurs besoins, peut-être qu'on leur fera des applications d'une qui leur servent plus, et en plus, qui, outre nous faire plaisir à les faire, c'est aussi, ils permettront à eux d'acquérir de la valeur. Et ça, c'est fondamental. C'est pas toujours simple, je vous l'accorde, mais vous voyez que même dans un modèle éducatif, si on centre l'utilisateur, on va réformer la façon dont on fait les choses. Continuons ce voyage.
on quitte Tilcara, vous voyez, c'est perdu. Hein. On passe au-dessus du désert du Salar, la grande tache blanche, la vallée merveilleuse, avec le Machu Picchu au Pérou. Et on arrive dans cette ville, dans ce pays qui est assez peu visité en fait en Amérique du Sud, pourtant qui est fort passionnant, qui est l'Équateur, dont la capitale est Quito. À Quito, on a fait peut-être la plus belle rencontre qu'on a fait de tout ce voyage, pourtant on en a rencontré des gens. Mais une semaine avant, on a eu l'occasion, en se baladant sur une plage à Canoa, une petite ville à côté sur la côte, de rencontrer une famille qui est venue discuter avec nous, avec qui on a commencé à sympathiser, on leur a expliqué ce qu'on faisait, notre voyage, et ainsi de suite. Et on était en maillot de bain sur la plage, et ils nous disaient ah, « c'est super ce que vous faites, vous êtes déjà allé visiter des écoles à Quito ?» On fait « bah non, dans une semaine on y sera ». Ils ont fait bah, « pas de problème, venez à la maison ». Ça faisait 1 heure qu'on était en train de discuter avec eux. Moi, personnellement, je ne sais pas si je rencontre quelqu'un dans la rue, je discute 1 heure avec lui, je l'invite à dormir chez moi pendant 1 semaine. Très grosse leçon de générosité, je ne vous le cache pas. Mais bon, ils nous ont accueillis, on a été chez eux et on a donc beaucoup discuté avec eux, leurs enfants, et on a pu visiter, on a visité plusieurs écoles à Quito, mais dont celle de leur fils, Alessandro, qui est dans une école, alors c'est pas l'école publique, on a visité des écoles publiques là-bas, mais c'est une école privée, et on a pu assister à un cours, qui en fait durait toute la journée, qui était dans une école, qui était une phase d'exposé en fait. Chaque élève passait et avait un exposé à faire. Le thème de l'exposé, c'est le diagramme de Venn. Vous savez ce que c'est le diagramme de Venn? Le diagramme de Venn, c'est ça. Enfin, en tout cas, ça c'en est un. C'est une représentation. Le principe du diagramme de Venn, c'est représenté par l'inclusion et l'exclusion des notions. Vous avez compris comment ça fonctionne. Ben voilà, si au moins vous aurez appris ça aujourd'hui, je vous aurai appris quelque chose. Donc il y avait plusieurs exposés sur le diagramme de Venn. Les élèves passaient les uns après les autres, ils mélangeaient des savoirs. Ok, c'est quoi le mélange entre la biologie et l'anglais? Et comment est-ce que c'est quoi ce qui est inclus, qu'est-ce qui est exclu, et ainsi de suite. Donc on a assisté à plusieurs exposés. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'enseignante, Maria, elle, à chaque exposé, elle prenait le temps de débriefer avec l'enfant, de lui partager son retour, de partager les points positifs, lui expliquer là où est-ce qu'il pourrait aller chercher un peu plus de savoir, un peu plus de compétences. Systématiquement. Donc pour elle, ce qui était important, c'était de développer la confiance de l'enfant par ces retours qu'elle lui faisait, systématiquement. Et c'était aussi valoriser et motiver l'enfant, valoriser les choses qui fonctionnent bien et le motiver dans ce qui peut lui rester à apprendre, à acquérir. Et aussi guider dans ses apprentissages très spécifiques. On revient un petit peu à la notion de pédagogie différenciée dont je vous parlais tout à l'heure à Ubud. Et moi, ça, en agilité, ah oui, c'est vrai, il y avait Bill. Et on m'a toujours dit qu'il fallait mettre une citation dans une conf. Ah voilà, vous l'avez. On va parler du feedback et de feedback continu. Le feedback, il y a quelqu'un qui me l'a dit une fois dans une conf, c'est un peu comme le pull de la grand-mère. C'est pas très joli, ça gratte, c'est pas toujours facile à porter, mais la seule chose qu'on peut lui répondre à cette grand-mère, c'est merci. Ben, le feedback, c'est pareil. La culture du feedback, c'est ça, c'est se dire, ok, c'est pas facile de se prendre un retour sur tout ce qu'on fait, positif ou négatif, mais dans tous les cas, le feedback, il faut l'accepter, il faut dire merci. Plus on ira chercher du feedback, plus on sera capable de s'améliorer. Et la culture du feedback en agilité, elle est ancrée. Pour ceux qui ont déjà fait des reviews dans le modèle Scrum, les fameuses reviews là où on fait plus de la démo que de la review, le cœur de la review, c'est aller chercher le feedback des utilisateurs, des parties prenantes à qui on présente le produit. C'est ça le cœur du sujet. Allez, on va être obligé de repartir parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. On va quitter Quito pour les 3 dernières minutes. On va reprendre un peu de hauteur. Vous l'aurez compris, vous avez là l'océan Atlantique, la côte africaine, l'Espagne, la France et nous. Rentrons à la maison. Quand on rentre à la maison, quand on rentre d'un voyage, la première chose qu'on va faire, ça va être de vider son sac.
concrètement. Et moi, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était de vous partager ce que j'ai vidé de mon sac de tous ces tours des écoles. Il y a plusieurs éléments dont on pourrait discuter. C'est pas un jugement et c'est pas une prise de position, c'est un partage que je voulais vous faire. C'est quoi le rôle de l'enseignant et sa posture de sachant aujourd'hui dans nos modèles éducatifs? Est-ce que l'enseignant, c'est celui qui est debout devant la classe et qui déverse son savoir aux élèves? Nous, on a vu plein d'autres façons de faire. C'est quoi la place de l'élève et ses besoins? Comment est-ce que cet élève, il est là pour écouter quelqu'un qui lui déverse ce savoir et c'est un réceptacle qui est là pour le recevoir? Ou est-ce qu'il peut être plus actif? Est-ce qu'il peut voir l'apprentissage et être acteur de son apprentissage? Que la collaboration, c'est un très bon vecteur de savoir. Le travail collectif, le travail en groupe, ça se développe de plus en plus aujourd'hui dans nos modèles éducatifs. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, de travailler ensemble, ça permet aussi de travailler d'autres compétences que les maths et le français. C'est l'acceptation de soi, la collaboration avec les autres, le fonctionnement dans un écosystème. Et aussi, c'est le rôle de l'erreur dans l'apprentissage. C'est peut-être celui qui me tient le plus à cœur, parce que ça dépend vraiment des cultures, mais il y en a beaucoup pour lesquels l'erreur, c'est une très bonne façon d'apprendre quelque chose. Trompons-nous vite et apprenons vite. Test fast, learn fast. C'est important. Est-ce que avoir une note et la comparer à ses petits copains de la classe, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre de ses erreurs? Est-ce qu'avoir une mauvaise note, c'est vraiment qu'on est mauvais? Ou est-ce que c'est juste qu'il y a des compétences manifestement qu'on n'a pas acquises et qu'il va falloir aller chercher ces compétences? Cette notion d'erreur et d'apprentissage de ces expériences, elle est fondamentale. Mais pour conclure, je pense que la chose la plus importante, c'est qu'il faut valoriser l'apprentissage et la curiosité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en avant. J'en suis convaincu. Surtout dans notre monde d'informatique où tout change tout le temps. On a beaucoup d'aléas, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions technologiques. Je ne vous parle même pas de l'arrivée de l'IA. Il faut apprendre. Il faut apprendre des nouvelles choses, il faut apprendre des nouvelles compétences, il faut apprendre des nouveaux savoirs. Il faut apprendre à travailler ensemble, il faut apprendre un paquet de choses. Et pour ça, je vous pose la question, est-ce que ce serait possible de créer un monde dans lequel on est capable, un système, une entreprise, une organisation, qui soit dynamique, adaptatif et centré utilisateur, dans lequel les leçons sont des voyages, les erreurs sont des défis à relever, et les succès, c'est une amélioration de soi-même, dans lequel l'apprentissage et la curiosité sont les leviers et les moteurs de l'innovation et du progrès. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on change nos façons d'apprendre et de travailler pour demain développer un monde meilleur. Merci à vous. Merci beaucoup Thomas pour ce retour d'expérience qui, je pense, peut nous faire réfléchir aussi dans le monde professionnel, effectivement.